Les mystères de Bord-de-L'eau. Épisode 1. Antea et le grand chêne. Notre histoire débute à Bord-de-L'eau, un village à proximité d'une étendue d'eau douce d'un bleu perçant, bordé par de nombreuses forêts grouillantes de mille et une vies, au pied d'une montagne étonnante appelée le Colibri. Cette dernière faisait la fierté de toute une région par son invraisemblable beauté et était à l'origine de nombreuses légendes, répandues aussi bien chez les indénombrables visiteurs qui venaient la contempler que parmi les habitants de la vallée du Colibri. Cette vallée extraordinaire abritait de nombreux secrets. Pour les découvrir, il suffisait de prendre de la hauteur et ainsi apercevoir les courbes d'une femme, allongée paisiblement, en arc de cercle, comme endormie depuis des millénaires. On devinait son bras droit, qui formait des chemins escarpés, qui faisait la joie de nombreux randonneurs et skieurs du monde entier. Son bras gauche, sous sa tête, dessinait les contours d'une épaisse forêt qui protégeait la vallée des avalanches pendant les hivers rigoureux. À la pliure de son corps, le lac Naissance faisait apparaître un ventre arrondi, laissant penser que cette belle ingénue allait prochainement enfanter. La légende raconte que le lac Naissance aurait le pouvoir de rendre féconde n'importe quelle femme infertile les nuits d'éclipse lunaire totale. Pour accéder à ce bonheur indescriptible, un protocole rigoureux devait être observé. Après avoir passé la nuit à la Belle Étoile, sur les rives nord du lac, souvent dédiées à imaginer le poupon tant désiré, la femme devait déposer une larme sincère sur une feuille de nénuphar rose en fleurs. Puis, une fois la lune complètement éteinte, la demoiselle devait laisser dériver son présent sur le lac, peu importe la direction. C'est une fois la lune réapparue et avec elle une lueur rouge caractéristique de cette éclipse totale lunaire si rare que la magie opérerait. L'éclat de la flamme lunaire viendrait alors colorer la larme de la future mère et lui permettre de donner la vie. Une énième condition devait être respectée. Il était impératif d'honorer au mieux la vallée et la nature luxuriante environnante qui avaient permis ce miracle. Depuis près de 16 ans, et malgré de nombreuses tentatives, aucune femme n'avait réussi à obtenir les faveurs du lac. La dernière à avoir vu son ventre s'arrondir, après avoir sacrifié une larme lors d'une éclipse lunaire, avait accouché d'une petite fille prénommée Antea, du grec anthos qui signifie fleur. Ce bébé espoir était charmant, avec de longues boucles blondes, arboré de grands yeux bleus céruléens, de gracieuses pommettes rosées et de somptueuses taches de rousseur qui venaient pigmenter quelque peu son visage immaculé. Depuis son plus jeune âge, Antea était fascinée par la nature. À l'aube de ses 2 ans et alors qu'elle commençait à peine à marcher, elle sortait de son jardin et passait ses après-midi au pied du grand chêne qui permettait à sa maison de rester à l'ombre pendant les longs étés brûlants. Son tronc était si large qu'il ne fallait pas moins de 6 hommes robustes pour l'encercler. Ses branches les plus hautes culminaient à près de 25 mètres de haut, surplombant ainsi l'entière vallée, jusqu'à la plus petite des maisonnettes. Il pouvait être vu par les habitants les plus reculés du village. Ses feuilles, d'un vert éclatant, poussaient en ramifications semblables à de calmes serpents. On pouvait entrevoir entre ses branchages quelques glands étonnamment dorés, comme si le soleil les avait parsemés de poussière d'or. Lors de ces après-midi de beau temps, qui n'étaient pas rares aux abords du lac, la fillette s'allongeait entre 2 épaisses racines apparentes, à la recherche d'une légère brise de vent qui caresserait son visage. Les dents à s'endormir paisiblement. Cette sieste quotidienne, bien que très ordinaire, semblait plonger le village dans un profond silence. L'énergie du chêne, ressentie par tous les habitants, résonnait comme une invitation au respect, à l'apaisement, à la sérénité et l'écoute de la nature et d'autrui,
Mais dès qu'Antea se réveillait, chacun reprenait ses activités comme si rien ne s'était passé, comme si une vague de magie était passée sur la vallée, presque comme un enchantement digne des contes de la petite souris américaine. Puis, les années ont passé. Les siestes devenant de plus en plus rares, ces moments paisibles devinrent occasionnels, bien qu'Antea appréciait encore quelques soirées passées au pied du vieil arbre pour lire ou simplement rêvasser. Chacun avait une profonde admiration pour la jeune fille que l'on trouvait ravissante et agréable, elle qui exprimait volontiers son lien particulier avec le chêne qui vieillissait fièrement au fond de son jardin. Les vacanciers et habitants de ce havre de paix étaient de plus en plus nombreux, ce qui obligeait la mairie à accepter la construction de nouvelles habitations. De plus en plus de propositions d'aménagements urbains étaient acceptées par la municipalité, transformant ainsi le doux paysage de bord de l'eau. C'est un matin d'avril ensoleillé que l'impensable arriva. Un promoteur immobilier avait sonné à la porte d'Antea et sa famille pour leur annoncer que le vieux chêne devait être abattu dans le cadre d'un vaste projet de construction touristique. Pourtant âgé de plus de 300 ans et bien que témoin de toute l'histoire du village, il devenait un obstacle à son développement et entravait l'homogénéité du plan d'urbanisation. On expliqua à Antea que ces 25 mètres de hauteur nuisaient à l'équilibre linéaire du nouveau complexe immobilier qui allait être construit 10 mètres plus bas, et qu'il n'était pas envisageable que la présence de ce vieil arbre obstrue la vue des futurs habitants du complexe qui avaient investi des sommes faramineuses pour avoir la possibilité de vivre aussi proche du lac Naissance, tant convoité. C'est le cœur lourd que toute la famille assista à l'abattage de l'arbre, à peine une semaine plus tard. Antea, dévastée, décida de garder un petit morceau de son écorce avec lequel elle confectionna un médaillon. Au milieu de celui-ci, elle plaça un opercule rempli d'eau du lac, qu'elle savait être à l'origine de certains faits extraordinaires. Sa naissance pouvait en témoigner. Elle espérait ainsi pouvoir garder en vie son vieil ami autour de son cou, tout près de son cœur. Les semaines passèrent. L'été commençait à arriver. Soudainement, Indra, la mère d'Antea, tomba gravement malade. Et après de nombreux examens, le diagnostic tomba sous le nom barbare de leucémie aiguë myéloblastique. Pour simplifier, l'équipe médicale avait expliqué à la jeune fille aux boucles d'or que la moelle osseuse de sa maman produisait trop de cellules sanguines précoces, qui ne parvenaient pas à devenir des cellules sanguines matures, donc à se transformer en globules rouges, petits soldats transportant l'oxygène à l'ensemble des cellules du corps. Indra était tout simplement en train de s'asphyxier. Il fallait agir vite, en l'hospitalisant d'urgence pour la soulager et trouver un traitement adapté. Cette nouvelle vint encore alourdir la peine d'Antea qui attendait avec impatience le début de l'été pour aller se baigner pendant les longues après-midi chaudes avec sa mère au bord du lac. Un soir, en rentrant de l'hôpital, et alors qu'elle frissonnait, la jeune fille s'étonna des températures qui restaient anormalement basses. Le soleil pointait le bout de son nez, mais les rayons étaient beaucoup plus faibles que d'ordinaire et ne laissaient que peu de moments de clarté durant la journée. L'eau du lac Naissance, pourtant réputée pour sa couleur azurée, limpide et tranquille, devenait de plus en plus terne et agitée. Les activités nautiques, qui faisaient la réputation de la région, devenaient presque impossibles. Certains touristes racontaient que le centre du lac était particulièrement hostile, obligeant les autorités à délimiter des zones de baignade pour assurer la sécurité des nageurs. Les arbres voyaient leurs feuilles noircir et se recroqueviller sur elles-mêmes. Elles donnaient l'impression d'être malades et se faisaient attaquer massivement par des pucerons verts qui faisaient fuir tous les oiseaux de la région, de même que les insectes, rampants et mammifères, ne trouvaient plus rien à manger et durent quitter la forêt pour pouvoir survivre et assurer leur reproduction. Les habitants ne comprirent pas tout de suite qu'un événement anormal menaçait leur tranquillité. Pourtant, on parlait de ce fléau partout, aux journaux télévisés,
dans la presse ou encore lors de rassemblements politiques divers, expliquant à la population que le dérèglement climatique était devenu une réalité et que les modifications météorologiques engendrées par celui-ci étaient à l'origine de ces changements, sans donner plus de détails. Le maire du village était lui-même dans une association luttant contre le réchauffement climatique, et les administrés s'étaient tout naturellement dit que c'était une bataille qui valait le coup d'être menée. Antea, quant à elle, assistait jour après jour à la construction de ce nouveau complexe immobilier baptisé le Ver du Raz. La façade du complexe affichait fièrement le slogan des promoteurs « Le Ver du Raz, la nature proche de chez vous ». C'était un coup de poignard supplémentaire pour la jeune fille qui ne se remettait pas de ce qu'elle considérait comme une tragédie. Chaque soir, en rentrant de l'hôpital et après avoir câliné sa mère de plus en plus malade, elle venait s'asseoir au fond du jardin et observer ce qui était sorti de terre durant la journée. Elle avait vite remarqué que la brise n'était plus là qu'occasionnellement, qu'elle ne voyait plus jamais les rayons du soleil et que le village était maintenant plongé dans une frénésie permanente, à tel point que les riverains ne s'adressaient même plus la parole. Ce fut le soir du solstice d'été, un événement important pour toute la vallée car il marquait le début de la saison touristique, que tout bascula. Le soleil n'avait pas pointé le bout de son nez depuis maintenant plusieurs semaines, laissant la vallée continuellement sombre, poisseuse et grasse. Les agriculteurs avaient tous fait faillite, car les semences n'avaient pas eu l'occasion de se développer sans la précieuse lumière, un peu comme si, elle aussi, devait vivre avec une leucémie aiguë myéloblastique. D'ailleurs, comment est-ce qu'on appellerait ça chez les végétaux ? Dégradation incontestable de l'agroécosystème ? Déchéance manifeste de la phytocénose ? Affaiblissement indubitable de la biosphère ou tout simplement pollution. Tout le monde était dépassé et dévasté par les événements. Personne ne comprenait comment la vallée du lac Naissance avait pu en arriver là. Antea, effondrée pour toutes ces raisons et agacée par l'ouverture annoncée de Ver du Raz 2 jours plus tard, alla se réfugier au fond de son jardin, en larmes. Elle s'allongea sur le sol, plaça son visage entre ses bras et hurla de tristesse devant le spectacle que son village gâché par le béton offrait. Ses larmes coulèrent successivement le long de ses narines, de son arc de Cupidon, de sa bouche bien dessinée, pour aller jusqu'à son menton, puis sur son cou, et finir sur le pendentif dédié à son vieil ami. De rage, elle arracha le collier et l'enfonça dans le sol aussi profondément qu'elle le put, pour tenter d'oublier toute cette histoire. Elle resta là, en pleurant, en criant sa douleur. De fatigue, elle tomba dans un profond sommeil alors que la température extérieure commençait à baisser dangereusement. Brusquement, le lac s'agita si fort que le bruit des vagues qui s'échouaient le long de la corniche sortirent la jeune fille du sommeil, comme pour essayer de la convaincre de rentrer au chaud pour passer la nuit. Mais la jeune fille refusa. Antea pensa alors à Indra, sa douce mère, qui aurait sûrement fini par lui apporter une couverture pour éviter qu'elle ne prenne froid et ne tombe malade. Au lieu de ça, elle sentit comme un petit vent chaud l'entourer, quelque chose de rassurant, de réconfortant, de généreux comme les bras invisibles d'une maman soucieuse du bien-être de son enfant chéri. Antea regarda soudain son pendentif enfui dans la terre et s'adressa à lui de la même façon qu'elle le ferait pour parler à sa mère, à qui elle aimait tant se confier les soirs d'été au bord du lac. Elle lui fit part de son regret face à la disparition de celui qui se dressait ici fier comme un roi, de son souhait d'avoir la possibilité de revenir en arrière afin de le retrouver, car la vallée était l'ombre d'elle-même et que personne ne s'en préoccupait. Paroles salvatrices après lesquelles elle éclata encore plus vigoureusement en sanglots. Puis, lentement, elle finit par se calmer, pour s'endormir exactement là où siégeait encore fièrement son vieil ami il n'y a encore que quelques jours. Le lendemain fut confus, triste et engourdi pour Antea, qui n'eut pas d'autre choix que de se faire une raison. Les riches promoteurs avaient gagné cette lutte atroce contre la nature. Ils avaient assassiné lentement à coups de béton armé et de métal son cher village et toute la beauté de la vallée.
Le complexe immobilier était bien là, debout, fort, robuste et insubmersible, comme l'architecte aimait le répéter. Insubmersible, du moins c'est ce que tout le monde croyait. Alors que les jours s'assombrissaient toujours plus, et avec eux le moral d'Antea et celui de tout le village, une vigilance météorologique de grande envergure fut déclenchée. Les météorologues annonçaient un tremblement de terre très près du lac. La magnitude ne pouvait être anticipée avec certitude puisqu'aucune donnée antérieure ne mettait en évidence l'existence d'une zone sismique par le passé. Toute la région avait donc pour ordre de se rendre sur les hauteurs et de rester à l'abri pour se protéger d'une éventuelle vague submersive en provenance du lac. Bientôt, le ciel s'assombrit davantage. Des trombes d'eau tombèrent toute la nuit et le vent, d'une violence invraisemblable, emporta avec lui une partie des maisons du village et les quelques bordeliens qui avaient refusé de grimper sur les hauteurs du village. Les scientifiques ne s'étaient pas trompés. La nature manifestait son mécontentement pour avoir été négligée et reprenait chastement ses droits. Le lac finit lui aussi par se réveiller. En sortant de son lit, il alla s'engouffrer jusque sur les hauteurs, inondant les maisons et emportant avec lui Verdura, pour finir sa course dans le jardin d'Antea, terrifié, sur le canapé du salon. Ce n'est que vers 5 heures du matin que la tempête cessa et que le lac Naissance regagna sa place. Les pertes étaient immenses, tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Les survivants peinaient à sortir, constater les dégâts. Personne ne voulait être le premier à découvrir ce désastre. Au bout de plusieurs longues minutes, le père d'Antea décida de passer le pas de la porte. Le souffle court, il s'arrêta sur ce qui restait du perron de sa porte médusée. Quel ne fut pas son étonnement lorsqu'il constata que la totalité du nouveau plan d'urbanisation de la vallée avait disparu. Les complexes immobiliers, les installations commerciales, les piscines chauffées et autres distractions touristiques avaient été emportés par la féroce tempête pour laisser place à une forêt abondante, touffue, épaisse et étendue sur des kilomètres. Des arbres foisonnant de vie et de beauté, des fleurs aux couleurs éclatantes, parsemées un peu partout, une herbe verte qui respirait la fraîcheur. Le spectacle était si agréable à voir. Un écureuil passa à toute vitesse sur la gauche, un gland à la patte et alla se faufiler au sommet de la plus haute branche d'un arbre. De l'arbre, celui avec qui tout avait commencé, le vieux chêne. Il trônait fièrement au fond du jardin et semblait être celui ayant réellement gagné la bataille. Il était encore plus haut, plus fort, plus puissant, son tronc encore plus large et ses feuilles encore plus vertes qu'auparavant. Après un instant d'admiration, le père d'Antea s'approcha de l'arbre. Sur le bout d'une de ses branches pendait le médaillon d'Antea. Peut-être était-ce une forme de gratitude de la part de l'arbre envers la jeune fille qui venait de sauver toute la vallée. Une fois arrivé tout près du médaillon, le père vit que les contours de celui-ci étaient toujours visibles, mais que l'opercule renfermant l'eau du lac Naissance avait été brisé. Personne ne sut réellement jamais l'origine de ce miracle. Certains pensaient qu'il provenait de l'amour sans limite d'Antea pour cet arbre et la vallée, quand d'autres imaginaient que c'étaient les larmes d'Antea qui, en se déversant à l'endroit où elle avait enfoncé le bijou, s'étaient mélangées à l'écorce du chêne et à l'eau du lac, produisant ainsi une sorte d'enchantement. De cette façon, la demande d'Antea, cette jeune fille unique et en filiation directe avec le lac et la richesse de bord de l'eau, put être exaucée. C'était un peu comme si le lac Naissance avait agi en tant que mère, portant secours à son enfant en détresse. C'est avec soulagement qu'Antea et son père apprirent quelques jours plus tard que la courageuse Indra était en rémission. Elle avait finalement vaincu cette vilaine maladie. La finalité de cette mésaventure était triste, tant les pertes humaines étaient considérables. Mais la vérité est que la nature ne pouvait que gagner ce combat déjà perdu pour les promoteurs. C'est au détriment des habitants malveillants qui avaient voulu s'enrichir toujours plus, mettant en péril le fonctionnement naturel de la vie et de la terre, qu'elle avait repris sa place. Car, que nous l'acceptions ou non,
Mère Nature reprend toujours ses droits. À suivre.